Joliba Afternoon News. Au Mali, un homme en esclavage tué et une dizaine de blessés dans la région de Caille. Des précisions assurent dans ce journal. Mali, toujours cérémonie de signature de convention entre l'État et Orange Mali pour la production d'énergie verte. À l'international, le colonel Doumbouya Mamadi prête serment comme président de la transition en Guinée. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Au Mali, un homme supposé être en esclavage a perdu la vie avant-hier dans le cercle de Bafoulabé dans la région de Caille. Selon plusieurs témoins locaux et des vidéos authentifiées qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l'on pouvait voir des hommes attachés et battus à sang par des personnes qui sont supposées être leurs maîtres. Le bilan provisoire fait au moins un mort et une dizaine de blessés. Malgré l'abolition de l'esclavage en 1905, cette pratique existe encore dans certaines localités du Mali, notamment dans la région de Caille. L'esclavage par ascendance, longtemps décrié par des organismes de défense des droits humains, continue de faire des dégâts au Mali. Je l'évoquais dans les titres, le colonel Mamadi Doumbouya, investi vendredi président de transition de la Guinée, a répété que son pays, important producteur de minerais, honorerait tous ses engagements internationaux. Le colonel Doumbouya, à la tête des militaires qui ont pris le pouvoir de force il y a un mois, a aussi affirmé son engagement à ce que ni lui ni aucun membre de la junte ne se présente à de futures élections que les militaires ont promis d'organiser à l'issue d'une période de transition. Il n'a rien dit lors de la prestation de serment sur la durée de cette transition. À travers la signature d'une convention, Orange Mali compte produire et injecter 25 MW de surplus sur les réseaux électriques de l'EDM SA. Une quantité importante d'énergie qui viendra de la centrale photovoltaïque construite par Orange Mali à Kati. Aruna Salia Kone était à la cérémonie de la signature. 25 MW crête. C'est ce que Orange Mali, à travers sa centrale photovoltaïque de Kati, va injecter sur les réseaux de l'EDM SA. Ce surplus, après la consommation de la société téléphonique, sera un ouf de soulagement pour l'énergie du Mali. Mais ces projets s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large, comme je l'ai dit tantôt, de conforter la production même de l'EDM. C'est vrai, on parle de 25 MW crête, mais sur le réseau de l'énergie du Mali aujourd'hui, même un apport supplémentaire d'1 mégawatt est important. Donc il y a ce confort à la production qui va être apporté. Au-delà de l'aspect de production de l'énergie, c'est un gain financier que fera l'EDM à travers cette future collaboration. C'est que Orange Mali, qui bénéficie aujourd'hui de la subvention de l'État du Mali, donc à travers la structure tarifaire qui est appliquée, ne bénéficiera plus de cette subvention, puisque Orange Mali va autoproduire et s'auto-alimenter. Donc c'est un gain certain pour EDM. En plus de ça, je l'ai dit tantôt, l'énergie produite par Orange Mali transitera sur le réseau de distribution de EDM et lui sera facturée. Ce sont des revenus supplémentaires. Orange Mali se dit fier de sa démarche qui rentre dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise et de la diminution de la pollution. Il y a plusieurs intérêts. Déjà, Orange en tant qu'acteur a, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, comme ambition de réduire son empreinte carbone. C'est-à-dire que nos opérations qui nécessitent d'utiliser de l'énergie, qui nécessitent d'utiliser des groupes électrogènes, eh bien, nous conduisent à vouloir réduire cet impact environnemental. Donc ça passe par la mise en place de projets verts comme ça, comme par exemple des centrales solaires. Cette initiative première du genre de Orange va sans nul doute booster la capacité de l'EDM SA, surtout en période de forte chaleur. Le futur de l'engagement social au Sahel en 2060, tel est le thème d'une session de formation ouverte ce jeudi à l'hôtel de l'amitié en faveur de jeunes leaders africains. Aïssata Traoré et Bakoroba Niaré nous donnent les détails de cette formation.
Initié par la représentation de l'UNESCO au Mali, cet atelier de formation a pour principal objectif d'explorer le futur autour de plusieurs thématiques dont la paix et la sécurité, le genre, l'inclusion sociale, les changements climatiques, entre autres. Il faut aussi, en même temps qu'on s'occupe des urgences, commencer à réfléchir sur le futur. Et c'est ce à quoi ces jeunes vont s'atteler à faire ce matin, avec justement, en collaboration avec un certain nombre de partenaires, des universités où nous avons des collègues qui sont des spécialistes dans la prospective, dans le futur, qui vont aider ces jeunes à mettre leurs idées ensemble. Cette formation sera aussi l'occasion pour les participants venus de diverses régions africaines de faire émerger une méthodologie innovante de recherche-action qui permettra de découvrir et de mettre en œuvre les capacités à utiliser le futur. L'accent va être mis sur la réflexion sur le futur, donc la prospective. Donc les jeunes gens vont aussi échanger, faire un diagnostic de la région, du continent, tel qu'il est aujourd'hui. Mais plus important, étant donné l'information qu'ils vont avoir sur la situation actuelle, ils vont se projeter dans le futur en faisant de la prospective. Pour Amadou Yalkouye, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'organisation de la présente formation des jeunes leaders est pertinente car elle s'opère à un moment où la jeunesse a besoin d'un accompagnement adapté à ses besoins pour prendre des responsabilités et engager des actions concrètes pour l'émergence du continent. La jeune leader Gundo Keïta mesure toute l'importance de la formation qui leur permettra de renforcer leurs capacités afin de relever les défis contemporains. J'espère véritablement qu'au sortir de ces 2 jours de formation, nous pourrons réinventer une autre cohésion sociale au Mali, pouvoir planifier des activités qui pourront prôner une paix durable et une excellence académique pour la jeunesse malienne. L'atelier de formation des jeunes leaders du Sahel sur les littératies du futur, qui s'étendra sur 2 jours, sera une occasion pour la vingtaine de jeunes leaders participants pour mieux contribuer à la formulation des solutions afin de créer de nouvelles images du futur. D'un sujet à un autre, avec un taux de réussite de 38,75%, les résultats de l'examen de baccalauréat ont été publiés ce vendredi 1er octobre 2021. Suivant quelques réactions de bacheliers au micro de Fanta Diarra. J'ai eu avec mention assez bien. J'aimerais faire le droit afin d'aider les gens à faire la justice, pour maintenir la justice et la paix dans mon pays que j'aime tant. Oui, j'ai réussi, je suis admis. Maintenant, je suis content. Je remercie mes 2 parents, mes frères et sœurs qui m'ont soutenu dans ces épreuves. Vraiment, je suis content. Ça a été bien, j'ai été admise en série TLL langue et lettres. Bon, je compte faire du journalisme. Après le bac, moi je vais aller à l'université pour faire au maximum 3 ans gestion d'entreprise. Parce que moi j'aime être un entrepreneur. Pour une transition réussie et inclusive, le projet PACID, Participation citoyenne au débat démocratique sur la transition au Mali, veut jouer sa partition dans le processus. Les responsables du projet ont animé ce jeudi une conférence de presse pour informer l'opinion publique des activités du projet. El Hadji Mali Guité nous fait le point. Le PACID, projet de participation citoyenne au débat démocratique sur la transition au Mali, est une initiative qui a pour but de susciter l'intérêt des citoyens sur les grandes questions de la transition en cours au Mali en vue d'une participation inclusive au débat. C'est dans cette optique que les responsables de 10 projets ont animé ce jeudi 30 septembre 2021 une conférence de presse pour bien spécifier les contours du projet PACID. Alors, l'objectif du projet, c'est d'amener le citoyen malien à réfléchir aux grands enjeux de la transition et à se prononcer là-dessus. C'est l'objectif principal de ce projet. Pour atteindre cet objectif, ce projet d'une durée de 7 mois sera exécuté à travers plusieurs activités, dont un sondage d'opinion qui sera réalisé dans les régions du centre, du sud, du nord et sur un échantillonnage de plus de 1500 citoyens âgés de 18 ans et plus.
Et il va fonctionner à travers quelques petites activités qui sont comme des activités de débat, des débats publics, des tables rondes et une activité de sondage, des enquêtes d'opinion qui sont menées pour recueillir la perception des citoyens partout où ils se trouvent au Mali. Il y aura également des émissions télé, des émissions radio qui vont être portées sur des thématiques qui seront abordées au cours de cette transition pour les différentes réformes. Financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par NED, la Fondation nationale pour la démocratie, le projet passé de cible outre les citoyens, le gouvernement de la transition, certaines institutions nationales, les acteurs stratégiques comme les organisations de la société civile, les universités maliennes et les partis politiques. Noum Sarr, le président du Front africain pour le développement FAD, a été reçu dans notre émission En toute liberté, une émission politique cette semaine. L'homme politique s'est exprimé sur sa relation avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et sur l'actualité politique du pays. Aruna Salia Kone pour le décryptage. Juriste de formation et politique de conviction, Noum Sarr est un jeune acteur politique qui compte désormais dans l'arène. Président fondateur du parti Front africain pour le développement et ancien membre du M5 RFP, Noum Sarr se veut un homme de principe. Son choix d'aller au CNT répond au respect d'un principe qu'il défend. Moi, j'ai estimé que le rôle d'un homme politique, ce n'est pas être dans ce gouvernement de transition. Si je dois être ministre au Mali, c'est pas dans la transition. C'est dans un régime élu démocratique. Et le législatif, c'est le rôle des hommes politiques. J'ai estimé que les hommes politiques ont leur place là-bas, mais pas au gouvernement. En ce qui concerne sa relation avec le Premier ministre Choguel, Noum Sarr trouve que leur seul différent, c'est leur divergence de vie politique. Je fais partie des jeunes maliens politiques que Choguel respecte le plus, que Choguel estime le plus. Allez-y lui poser la question, il va vous le dire. Mais j'assume quand même nos contradictions sur certains sujets. Parce qu'il n'y a pas de l'unanimisme là en politique, c'est le mensonge. Moi, je ne suis pas là-dedans. Et je n'ai pas de problème personnel avec lui. Allez-y lui poser la question, il vous le dira. Il apprécie et salue la campagne lancée contre la corruption. Néanmoins, il appelle le Premier ministre à plus d'inclusivité dans ses démarches. Il faut reconnaître très honnêtement qu'il y a quand même une volonté politique nettement affichée par rapport à la lutte contre la corruption. Ça, il ne faut pas le dénier. C'est une vérité. Il faut le reconnaître. Mais il faut déplorer. Et ce que je fais, que les clivages sont en train de s'accentuer. Ce n'est pas bon pour une transition. Une transition, c'est la chose collective. Il n'y a pas de majorité ni d'opposition dans une transition. Anticolonialiste, Noum Sarr dénonce les récentes sorties des autorités françaises dans l'affaire de contrat avec Wagner. Parce que Jean-Yves Le Drian a dit que les Touaregs sont nos amis. Autrement dit, les autres Maliens, nous nous en foutons pas mal d'eux. C'est pas moi qui le dis. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a dit clairement, après le massacre d'Aguelhok, où des groupes terroristes ont écartelé nos soldats, où des groupes terroristes ont sémé la terreur, ont tué des civils maliens, il a dit que c'est une victoire importante, décisive, militaire. Ils ne l'ont pas caché. Ils n'ont pas caché leur soutien aux séparatistes. Et ça, ils vont le payer. Parce que notre peuple ne l'acceptera pas et notre peuple ne le pardonnera pas. Je ne crois en personne en dehors de mon pays et de mon peuple. Parce que c'est le Mali qui va libérer le Mali. C'est cela la conviction de Noum Sarr. Et c'est cela la recette pour la libération de notre pays. À présent, l'image du jour consacrée à la ville de Constantine en Algérie. Constantine est une commune du nord-est de l'Algérie, chef-lieu de la wilaya de Constantine. Comptant plus de 448 000 habitants, cette métropole est la troisième ville la plus peuplée du pays. Le Grand Constantine s'étale sur un rayon d'une quinzaine de kilomètres sous forme d'une agglomération comprenant une ville-mère et une série de satellites. L'agglomération de Constantine comptait 943 112 habitants en 2015, dont seulement 54% habitent dans la commune de Constantine. C'est une ville importante dans l'histoire méditerranéenne. Anciennement appelée Sirta, capitale de la Numidie de 300 avant Jésus-Christ à 46 avant Jésus-Christ. Elle passe ensuite sous domination romaine. C'est à l'empereur Constantin Ier qu'elle doit son nom actuel depuis 313. La ville est de nos jours une merveille naturelle qui s'est transformée au fil des années en un endroit magnifique pour les touristes.
La majorité des bâtiments de la ville sont accessibles uniquement en traversant le pont à travers un grand canyon. Cela donne à la ville un sentiment hors du temps qui a été conservé depuis l'époque des Romains. Malgré l'aspect unique de la ville et son histoire étonnante, il n'y a pas grand-chose à voir en termes d'attraction et les touristes y restent en général que très peu. En 2015, la ville de Constantine est la capitale arabe de la culture, deuxième ville d'Algérie à être choisie pour organiser cet événement après l'Alger en 2007. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Traoré. L'économiste tunisien et ancien ministre du Commerce Mohsen Hassan déclare que le gouvernement doit décréter l'état d'urgence économique et financière car l'économie du pays souffre d'un terrible dysfonctionnement. Ce moment de déclenchement de l'investissement est tributaire de la stabilité du financement, selon Mehdi Bouhiri, fondateur de la start-up Watersprit. Un horizon plus clair me permettra d'obtenir le dernier accord de financement et de lancer très rapidement le scale-up industriel, la mise en place de l'industrie pour la start-up actuelle. Et en plus, on a un plan sur plusieurs années pour la croissance et l'internationalisation basé sur le moment de déclenchement de l'investissement. Et ce moment de déclenchement de l'investissement est tributaire de la stabilité et du financement. Je comprends que nous sommes dans une phase exceptionnelle, mais pourvu qu'il y ait de la visibilité sur l'étendue de la phase exceptionnelle, que ce soit au niveau des personnes touchées ou au niveau de l'étendue sur le plan la durée. Jusqu'à quand restera? Nous sommes prêts à accepter, on comprend, on est même, on développe de l'espoir d'assainissement du climat des affaires et du climat politique, pourvu qu'il y ait de la visibilité. La situation à partir du 25, c'est quelque chose de bien, il n'y a pas de doute, dans l'absolu. Maintenant, il faut essayer de faire vite, nous donner un peu le cap, mettre un gouvernement en place pour suivre les grands dossiers, prendre les décisions qui peuvent donner encore plus de courage et d'espoir aux opérateurs économiques. La nouvelle chef du gouvernement en Tunisie va devoir se tenir en priorité sur une grave crise économique dans ce pays dont l'instabilité chronique freine aussi les investisseurs et les bailleurs de fonds. L'OMS présente ses excuses sans réserve aux victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo commises par des membres du personnel lors de l'épidémie d'Ebola entre 2018 et 2020. L'OMS présente ses excuses sans réserve aux femmes et aux filles qui ont été victimes d'exploitation et d'abus sexuels lors de la riposte à la 10e flambée du virus Ebola dans l'est de la RDC. Le directeur général a promis de prendre des mesures rapides et immédiates pour répondre aux recommandations de la commission indépendante, notamment en apportant un soutien aux victimes. Il s'agira également de remédier aux défaillances de la direction et du personnel et de procéder à un changement ou à une réforme en profondeur de la structure et de la culture organisationnelle en matière de prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Les touristes profitent d'une journée ensoleillée pour admirer l'Arc de Triomphe empaqueté dans un tissu argent bleuté, œuvre posthume de l'artiste Christo, pour encore 3 jours. Les visiteurs sur place ne manquent pas d'éloges. Alors moi, je trouve ça absolument magnifique, malgré tous les détracteurs. Et je trouve qu'une œuvre artistique, elle est artistique parce qu'elle est inutile. Elle doit procurer quelques moments d'émotion que j'ai eus, surtout là, sous le soleil. D'autant plus magnifique que c'est quelque chose d'éphémère, juste 15 petits jours. Tout ce travail pour 15 petits jours, c'est quand même fantastique. D'un coût de 14 millions d'euros, le projet est entièrement autofinancé sans subvention publique grâce à la vente d'œuvres originales de Christo, préparatoires dessins, souvenirs, maquettes et lithographies. Un monument, quand on est parisien, qu'on ne regarde plus. Et là, comme tout le monde, il suscite un vif intérêt. Du coup, on le redécouvre, voilà, et de façon un peu, je sais pas, comme une mariée. Est-ce que c'est vraiment de l'art au sens classique et tout? À la limite, je m'en moque, hein, c'est pas ma question. Mais ça donne
une vue unique qu'on n'aura pas de sitôt. Et vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Un mot de sport dans cette édition. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur national du Mali, Mohamed Magasuba, a publié la liste des joueurs convoqués pour les 2 rencontres face au Kenya du 7 au 10 octobre 2021. Amadou Tolo et Hadi Maliguité étaient à la FEMAFOOT. Suivons leur reportage. Une liste élargie de 29 joueurs pour éviter d'éventuels forfaits et cas de contamination de Covid-19. Le sélectionneur Mohamed Magasuba a dévoilé ce vendredi 1er octobre 2021 le nom des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Kenya. Seule grande surprise, la première pour le jeune défenseur franco-malien Moussa Sissoko, 20 ans, qui évolue au Standard de Liège en Belgique. Il était convoqué au départ, mais au dernier moment, il n'était pas prêt encore physiquement, pour répondre à un match international. Donc il a eu 1 mois pour travailler en club et aujourd'hui, je vous le dis à 100%, il sera là puisqu'il me l'a confirmé. À 20 ans, le jeune Sissako s'apprête à vivre sa première expérience avec l'équipe nationale du Mali après un bon début de championnat en Belgique. En ce qui concerne cette liste, tous les cadres de l'équipe sont présents, dont Djigui Diarra, Amari Traoré, Djadje Samasekou, Amadou Aïdara, Moussa Djenepo, entre autres. Yves Bissouma, absent de la sélection depuis plus de 3 ans, et El Bilal Touré figurent aussi sur la liste. Malgré leur état de blessure, 2 cas que le sélectionneur devra faire face. Même si un joueur est blessé dans son équipe, le médecin de l'équipe professionnelle ne peut pas délivrer une dispense quand il s'agit de l'équipe nationale. Et quand il s'agit de l'équipe nationale, seul le médecin de l'équipe nationale peut délivrer cette dispense-là. En raison des travaux du stade du 26 mars, cette double confrontation se jouera au Maroc et au Kenya. Déjà, le sélectionneur Magasuba déplore quelques contraintes. Ouganda, Kampala est en altitude, 1300 et quelques altitudes. Kenya en altitude. Rwanda en altitude. Donc, sincèrement, la problématique depuis que le tirage est sorti, nous, au niveau technique, en tant qu'hommes de science, nous savons déjà qu'il y a un sérieux problème. Mais, qu'à cela ne tienne, le sélectionneur national garde toujours son optimisme. Cette fois-ci, nous avons doublé d'ardeur parce qu'il s'agit de la Coupe du Monde. Donc on va en tenir compte et je suis convaincu que déjà tout le monde a mis le bouchée double pour que malgré que le match sera très difficile, les 2 matchs disons, et il faut faire le maximum. Pour rappel, les Aigles du Mali affrontent le Kenya le 7 octobre 2021 à Agadir au Maroc avant de se déplacer 3 jours plus tard à Kampala pour le match retour face à la même équipe. Le Mali, pour l'instant, est leader de la poule avec 4 points suivi du Kenya et l'Ouganda 2 points et le Rwanda 1 point. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Joliba Afternoon News.